Allez, premier G3 bourse de l'année. Ils sont là, fidèles au poste. Avec nous, le directeur de la gestion collective d'Ophi AM, Éric Bertrand. Avec nous également, le directeur des gestions diversifiées, épargne salariale et opportunités de crédit mutuel asset management, Jean-Louis Delay, mais également le responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac Gestion, Frédéric Leroux. Messieurs, bonjour. On attaque tout de suite en faisant un rapide bilan de 2023. Non pas bilan chiffré, on en a parlé tout à l'heure avec Nadine Trémolière, mais je voudrais un peu avoir votre sentiment aux uns et aux autres sur le fait majeur de l'année 2023. Je commence avec vous, Éric Bertrand. Sur 2023, en gros, il y a plein de choses qui étaient plus ou moins attendues, qui se sont déroulées comme prévu. Le gros fait marquant quand même, c'est la résilience de l'économie américaine. Je nous reprojette il y a un an. Globalement, tout le monde attendait un ralentissement, voire une récession, avec des inquiétudes sur une récession profonde de par l'ampleur et la rapidité des remontées de taux, démarrées un peu tardivement par la Fed. Au final, on est encore dans une croissance qui continue de surprendre, qui a été très élevée. Alors, et maintenant, une inflation qui commence à rentrer dans le rang, mais la résilience de la croissance américaine, ça témoigne de la force quand même de cette économie américaine. C'est la grosse et bonne surprise de 2023. Jean-Louis Delay. Alors, en 2023, pour nous, la surprise, le fait marquant, ça a été effectivement la stabilisation des taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis et des taux réels, sachant que, si vous vous rappelez, un grand banquier américain, patron d'une grande banque américaine, avait projeté éventuellement du 6,5-7%. C'était au début de l'automne, sur les taux à 10 ans. Bon, aujourd'hui, on est plus... Vous avez l'élégance de ne pas le citer. Non, je ne sais pas. Un concurrent. Et on est aujourd'hui à 4%. Ok, donc stabilité des taux sur la partie américaine. Frédéric Leroux, le fait majeur de l'année 2023 ? Je verrai deux faits majeurs. Donc, il a fallu attendre un an pour voir les taux longs commencer à baisser après la baisse de l'inflation, un an. Et le deuxième fait marquant, c'est l'étroitesse du marché haussier américain, concentré sur un tout petit nombre de valeurs. Voilà, donc ça a rendu dans les deux cas la gestion compliquée pour les taux d'une part, pour les actions d'autre part. Allez, messieurs, je vais vous challenger rapidement. Personne ne m'a parlé, alors c'était un lointain souvenir parce que ça a presque un an, c'était au printemps 2023, la crise bancaire américaine. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ? Genre, se dire c'est un épiphénomène et puis dès lors que c'est réglé, on n'en parle plus ? Éric Bertrand ? Non, alors ça, pour moi, c'est les banquiers centraux ont fait une très belle année 2023. C'est pas moi qui mets les bonus, mais ça s'est quand même très bien passé. Ils ont dit ce qu'ils allaient faire et fait ce qu'ils ont dit sur l'inflation. Et force est de constater que ils ont réussi à faire ralentir l'inflation. Elle restera volatile, mais l'amorce a été faite et sans mettre les économies à genoux, y compris en Europe où on partait pas de grand chose. Ça, c'est le premier bon point. Et le deuxième bon point, c'est ils ont été extrêmement efficace et rapide dans tous les sujets de stabilité financière qu'on connaît régulièrement sur les marchés. On a vu la Fed réagir et donc la crise bancaire américaine, ça a été résolu en incroyablement peu de temps, très circonscrit en zone euro, mais c'était pas les mêmes problématiques. On l'a vu également dans l'histoire des fonds de pension au Royaume-Uni. Et ça, c'est le deuxième bon point. C'est ces banquiers centraux qui sont très efficaces, qui ont tenu les leçons du passé sur la stabilité financière. Et je pense que le put Banque centrale existe toujours. Et c'est une des raisons de la disparition, sans doute, de la prime de terme, en partie sur les taux, les parties longues des courbes. Jean-Louis Delay, je reviens vers vous parce qu'on parle de 2023 comme si c'était un ensemble homogène. Moi, l'un des faits qui m'a marqué sur cette année, c'est des mouvements de marché aussi bien sur les actions ou sur les taux, très amples et très rapides, et parfois tout au long de l'année, très contradictoires. Vous avez ce sentiment qu'est-ce qui explique cette brutalité des mouvements dans le marché ? Si on se remet en perspective sur 2023, il y a eu un très beau début d'année, les 2 premiers mois jusqu'à fin février, les marchés ont progressé significativement. Après, il y a eu le mois de mars dont on vient de parler avec cette crise bancaire qui avait créé de la volatilité sur les marchés, puis un été agité avec des hausses des taux d'intérêt à long terme, et puis à la fin de l'année, les 2 derniers mois de l'année qui ont été extraordinaires avec de très belles performances sur le marché américain. Alors, c'est vrai que c'est largement drivé, comme le disait Frédéric, par les 7 magnifiques, mais les 7 magnifiques ont progressé de 13% globalement dans le S&P 500 sur 24. Le SP 493 a quand même progressé de 11%. Et là-dedans, on peut dire JP Morgan, plus 27%, Eaton, 100 milliards de market cap, plus 55%, General Electric, plus 95%. Donc, il y a eu effectivement des performances très fortes de ces 7 magnifiques, mais il y a quand même eu d'autres secteurs qui ont bien agi.
Frédéric Leroux, je me tourne vers vous justement pour se focaliser sur ces 2 derniers mois de l'année qui ont pour caractéristique d'avoir été marqués par une forte baisse des taux d'intérêt à long terme et une forte progression des actions. Autrement dit, d'une corrélation parfaite entre actions et obligations. Comment expliquer le mouvement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on avait un setup parfait pour un beau window dressing puissant de fin d'année. Une année 2022 très compliquée. 2023, il fallait compenser un petit peu la difficulté de 2022. Le marché avait commencé à monter. Il était très concentré sur quelques valeurs qui étaient capables à la fois d'endurer des taux plus élevés et la perspective d'un ralentissement qui n'est pas venu. Mais c'est aussi pour ça qu'on a eu un marché très concentré sur quelques valeurs pendant 10 mois. Et la baisse des taux, après, a libéré un peu le potentiel en permettant donc un élargissement de la hausse à l'ensemble du marché. Sans ces 2 derniers mois, on n'aurait pas eu les statistiques que Jean-Louis nous évoquait. Ok. Donc, window dressing, ça sent quand même plutôt le phénomène technique plutôt que le phénomène économique. On est bien d'accord. On est d'accord qu'il y a le phénomène fondamental de la baisse des taux à partir de fin octobre et le phénomène de dire oui, effectivement, il faut être dans les marchés, il faut qu'on montre des portefeuilles bien garnis, on y va, les taux baissent, on a toutes les raisons d'y aller. C'est technique et c'est aussi pour ça, par exemple, que janvier peut être un petit peu faible parce qu'une partie de ce phénomène technique peut être un petit peu unwindé, comme on dit. Ok, alors on va regarder l'année 2024. On regardera vos prévisions d'allocation d'actifs pour le premier semestre dans un second temps. Je voudrais qu'on essaie un peu de faire le tableau. L'autre jour, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, recevait les acteurs économiques à Bercy pour présenter ses vœux. Je sais pas pourquoi, mais vu le contexte politique, on avait rarement vu autant de monde. Bruno Le Maire a déclaré le premier risque économique est désormais un risque géopolitique. Un embrasement au Proche-Orient, une insécurité croissante du trafic dans la mer Rouge, un incident dans le détroit de Taïwan remettrait en cause la stabilité internationale et affecterait durablement le commerce mondial. Éric Bertrand, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous dites qu'effectivement, le premier risque aujourd'hui que doivent regarder les investisseurs, c'est le risque géopolitique? Alors c'est vrai que le risque géopolitique, il est absorbé de façon assez impressionnante par les marchés. On a l'impression qu'aujourd'hui, il faut vraiment des lignes rouges très puissantes pour qu'il y ait un impact durable. Certes, la géopolitique, elle va rester, et, sans doute, elle provoquera de la volatilité des mouvements de marché de façon avec certains épiphénomènes, mais il faut bien voir que il y a un rééquilibrage des relations internationales et des échanges au niveau de la planète qui va durer 10 ans sur toile de fond d'affrontements économiques entre les US et la Chine. Donc ça va donner des rééquilibrages. Derrière, oui, il y a du bruit, oui, il y aura des sujets en mer Rouge, le contournement, la hausse des coûts de fret. Au global, tant qu'on va pas toucher au pétrole ou tant qu'on va pas toucher à un pays de l'OTAN, on n'est pas dans une... Ça sera des épiphénomènes plus que du durable, mis à part les drames humains qui se nouent, mais on aura de la volatilité, ça créera des points d'entrée. Frédéric Leroux, géopolitique, États-Unis, Chine, ça va redevenir un sujet? Oh, certainement. Je pense que le principal sujet reste celui de la cyclicité de l'inflation. Dès l'instant, les marchés anticiperont une deuxième vague, ça aura des effets. Et ce qui est intéressant avec les risques géopolitiques qu'on évoque et qui ont soit trait à l'énergie ou à l'élection américaine et donc à la relation américano-chinoise, dans les 2 cas, si jamais les risques se matérialisent, c'est inflationniste. Ok. Jean-Louis Delay, on va pas quitter la géopolitique pour parler parler de politique. Il n'aura échappé à personne que 2024 est une année riche en élections dans plein de pays, notamment aux États-Unis et en Europe avec les élections européennes. Est-ce que pour vous, c'est un risque pour les marchés? Alors, bien sûr, il y a de nombreuses élections prévues cette année. Donc, on va parler de l'Europe, des États-Unis, de la Russie. Il y en a plein d'autres qui vont venir, Taïwan rapidement. Donc, effectivement, ça va avoir un impact. Alors, pour moi, la plus importante, c'est celle des États-Unis en fin d'année, où là, on va voir quel est le nouveau président. Bon, sachant que si c'est Trump, on sait qu'il est assez libéral et assez pro-capitaliste, donc ça serait plutôt une bonne nouvelle pour la profitabilité des entreprises américaines. Maintenant, il a une autre caractéristique, c'est qu'il est quand même aussi assez instable et imprévisible. Donc affaire à suivre. Est-ce qu'il y a un risque sur les élections américaines? Et je vais préciser ma question par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis. Est-ce qu'il y a un risque Trump, non pas Trump élu, mais Trump ne pouvant pas être candidat?
Alors, il y aura forcément si Trump ne peut pas être candidat parce qu'il a 4 ou 5 procès qui doivent débouler de mars à juillet avec des conclusions diverses et une inéligibilité potentielle au niveau fédéral, ce qui reste à déterminer. Il y aura sûrement beaucoup d'impacts sociétaux aux États-Unis, une fracture de la société américaine qui va perdurer. Est-ce que ça a dans la durée un gros impact sur les marchés financiers ? Je suis un peu subject là-dessus. Moi, je pense que on aura du bruit, on aura de la volatilité. De là, est-ce que c'est un impact durable ? C'est plus dans le long terme qu'on a une démocratie américaine qui est assez malade. C'est pas la seule d'ailleurs. Mais je crois pas trop non plus en cas d'inéligibilité de Trump. Il y a la succession derrière et effectivement, on retrouvera programme contre programme, démocrate contre républicain, avec l'incertitude en moins sur le président. Ok, allez, vous venez de traiter des sujets que je vous ai proposés. Maintenant, on va changer, si vous voulez bien, l'ordre du jeu. Je vais vous poser une question très simple à tous les trois. Quels sont pour vous les principaux drivers pour 2024 ? Je vous demande une réponse en juste quelques mots, et puis après, on va creuser. Les principaux drivers à regarder quand on investit en 2024, Frédéric Leroux, ce sera quoi ? L'inflation, plus que les taux, notamment pour les actifs risqués, et l'élection américaine, sachant que l'élection de Trump serait extrêmement inflationniste. Ok. Jean-Louis Deslay. Donc, la poursuite de la résilience de l'économie américaine en 2024 et le corollaire de l'inflation, donc le niveau des taux d'intérêt aux États-Unis. Éric Bertrand. Il ne reste plus grand-chose. Ah non, mais on a le droit on n'est pas obligé de rapporter. Je pense que effectivement l'inflation sera plus volatile qu'avant et qu'elle dépendra de l'atterrissage des croissances dans un premier temps. Et la résilience de l'économie américaine est vraiment à surveiller. On attend que ça ralentisse, mais si ça ralentit pas, effectivement, l'inflation va pas rester attendue là où elle est et les taux, pour l'instant, sont dans l'autre sens. Ok. Alors, l'inflation, je vois que c'est un terme qui est souvent repris. Donc, je vais commencer avec vous, Frédéric, parce que vous savez que la caractéristique de cette émission et de ce G3 Bourse, c'est que on vous retrouve régulièrement sur ce plateau. Donc, on vous suit. Et en plus, on vous écoute. Vous faites partie de ceux qui avaient toujours tenu un discours atypique sur le thème de l'inflation. Vous nous aviez dit à une certaine époque, le sujet du pic, on s'en fout, parce qu'il y en aura plusieurs, et qu'on n'est pas dans une inflation de court terme, mais on est dans une inflation de long terme, comme dans les années 70. Vous maintenez ? Je maintiens. Autrement dit, on a fait le premier pic vers la fin de l'année 2022. On est en train donc maintenant de retourner vers peut-être un niveau de 2,5 selon les grands pays. Et à un moment ou un autre, d'une façon inattendue probablement pour le marché, une deuxième vague repartira, peut-être plus menée par des tendances structurelles qui font cette inflation plus que la pure macro. Les tendances structurelles, on avait déjà évoqué, mais c'est des questions démographiques, ce sont des questions de commerce mondial, des questions de géopolitique et surtout des questions sociologiques, notre acceptation de la douleur ou pas, et donc les gens qu'on élit. Compte tenu de la vie qu'on veut avoir. Et aujourd'hui, on est globalement exactement à l'envers de ce qui s'était passé au début des années 80, après 15 ans d'inflation, où on élisait, où on nommait des gens pour tuer l'inflation. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là. Et donc, on a une sociologie qui est inflationniste, moins de recherche d'efficacité, plus de recherche de confort, plus d'énergie propre que de l'énergie efficace. C'est la même idée. À la fin, c'est inflationniste. Éric Bertrand, votre sentiment et selon les scénarios que vous avez chez OFIAM, quand est-ce que le dentifrice va rentrer dans le tube ? Autrement dit, quand est-ce que l'inflation va revenir aux alentours de 2% en zone euro et aux États-Unis ? Alors, moi, je partage le point que l'inflation restera nettement plus volatile qu'elle ne l'a été dans le passé, où tout était un peu vitrifié, avec la trappe à liquidité. Ça, c'est fini. Ça sera il y aura plus de mouvement sur l'inflation. En revanche, les leçons de 23, c'est que le banquier central, il se fera pas avoir 2 fois de suite. C'est-à-dire que il dégainera immédiatement et remontera. Et comme l'a dit Powell, on l'oublie toujours, quitte à mettre la croissance à genoux pour arrêter cette inflation. Il pourra peut-être pas y faire grand-chose, mais en tout cas, le combat du banquier central sera assez alerte et rapide. Donc, ça remontera sûrement un peu, mais pas des pics à 2 chiffres comme on les a connus, je pense. Le point que nous on attend dans le scénario central, dans la première phase de décélération, c'est une inflation américaine qui atteint les 2 horizons fin d'année 24 et mi-25
en Europe. Ok, donc léger décalage sur la partie européenne. Jean-Louis Delet, votre sentiment sur l'inflation? Moi, je suis assez aligné avec ce que vient de dire Eric. On a, alors j'ai repris là les prévisions des banques centrales. BCE, c'est 2,7 cette année, 2,1 l'année prochaine, 2025, et la Fed, c'est 2,4 2024, 2,1 en 2025. Donc, évidemment, la cible des 2% va être dure et longue à toucher. Maintenant, est-ce que les banquiers centraux vont vraiment attendre le 2% pour commencer à enclencher un cycle de baisse des taux? Parce que le corollaire de cette situation-là, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup de croissance en zone euro aujourd'hui. Avoir monté les taux, les taux sont quand même au plus haut depuis la création de la Banque Centrale Européenne. Les taux de dépôt à 4%, c'est le plus haut depuis la création. Donc, et on voit qu'on n'a plus beaucoup de croissance quand même en zone euro. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être quand même basculer sur quand l'inflation sera, continuera sur la bonne trajectoire, quand même pour essayer de relancer un peu la croissance, au moins en zone euro. Aux États-Unis, c'est moins un sujet. Alors justement, vous venez de tous de parler des banques centrales. Si vous voulez bien, on va faire un petit jeu. On a vu l'autre jour que le calendrier était un peu inversé en 2024 par rapport à 2023. Autrement dit, la BCE aura plutôt tendance à parler avant la Fed, alors qu'en 2023, c'était l'inverse. Donc, on fait un petit tour de table très rapide avec une question simple. Baisse des taux. Qui tirera la première, la BCE ou la Fed? Jean-Louis, je commence avec vous. Moi, je pense que ça sera plutôt la Fed, parce que je pense que les gains de productivité aux États-Unis vont être supérieurs à ceux de la zone euro. Plutôt la Fed. Frédéric Leroux. Plutôt la Fed autour de mars-mai. Ok. Et Éric Bertrand? La Fed autour de mai. Ok. Donc, la Fed, j'entends. Vous dites autour de mai, donc on va reprendre le tour avec une deuxième question. À partir de quand? Donc, vous dites mai, mais surtout, combien de baisse? Et puis, plus globalement, est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs doivent considérer qu'on revient dans le schéma antérieur, qui était que finalement, on se disait quand il y avait une réunion des banques centrales qu'il y avait deux options, c'était stabilité ou baisse, on a vécu ça pendant une décennie, ou est-ce qu'on doit désormais se dire à chacune des réunions que les banques centrales ont trois options, baisse, stabilité ou hausse? Éric Bertrand. Sur le fond, elles auront toujours trois options et c'est les leçons à tirer. Et comme le dit Frédéric, si on a des résurgences de l'inflation, l'option de remonter ou d'arrêter sera toujours sur la table. On l'a pas à court terme, mais en tout cas, elle est rentrée à nouveau dans le scope. En revanche, dans les 9 mois qu'on a devant nous, ça sera stabilité ou baisse de notre point de vue. Et on attend en gros 4 baisses de Fed à peu près sur l'année, un peu 3 plutôt pour la BCE. L'idée étant d'accompagner la désinflation pour éviter que par effet de compensation dans les taux, on ait une hausse implicite des taux réels si les anticipations d'inflation baissent. Ok, 4 pour la Fed, 3 pour la BCE. Naturellement, on parle pas de 25 points de base. Pas de 25. Ouais. Jean-Louis, votre sentiment? Oui, c'est à peu Quand? près. Parce que vous m'avez pas donné la date. Non, mais plutôt juin, plutôt juin ou courant de l'été. Je pense que les banquiers centraux, là, il y a quand même des événements géopolitiques qui vont peut-être les freiner un petit peu. Ils vont vouloir peut-être voir quelle tournure prendre la situation. Donc plutôt un peu plus tard, probablement. Et sur l'ampleur, 3 à 4 aux États-Unis, 3 dans la zone euro. Les 6 anticipés par les investisseurs, par les marchés sont bien trop agressifs. Ok, bien trop agressif, mais enfin vous attaquez quand même parce que certains disent ça sera au second semestre. Donc vous êtes tous les deux pour l'instant au premier semestre, Frédéric? Oui, premier semestre. Et puis, alors combien de baisses, je sais pas, mais j'ai envie de dire trop. Avec le même biais en fait. Trop de confiance de la part des banques centrales à l'égard de leur capacité à juguler l'inflation. Et donc, on va desserrer l'étreinte trop vite, trop fort, tant en matière de niveau de taux que de quantitative tightening, easing. Et voilà, donc je pense que ça va être un élément extrêmement positif pour les marchés à court terme, mais ça va recréer une situation extrêmement compliquée. Juste quand vous dites ça, ça veut dire que vous envisagez derrière un rapide effet de rattrapage? Quand vous dites, parce que grosso modo, vous êtes en train de nous dire, ils vont tirer trop tôt, trop fort, donc ça aura des conséquences. Donc, est-ce que c'est la logique de votre scénario de dire que la logique du scénario, c'est-à-dire que de la même façon qu'ils n'ont pas vu venir la première vague, ils verront pas venir la seconde. Ok. Ils sont trop confiants dans leur capacité à juguler le... Éric, je reviens vers vous parce que on parle beaucoup des banquiers centraux. On a l'impression que ils ont fait le job.
pendant toute la crise, on a l'impression que tout reposait sur leurs épaules. Et puis, on a vu progressivement quand même des politiques budgétaires qui sont largement venues à la rescousse. Aux États-Unis, si la croissance a été bonne, c'est en particulier grâce à l'épargne Covid, mais aussi en particulier grâce au chèque de Biden. Je voudrais je voudrais avoir votre sentiment sur la position des marchés sur ces déficits publics. Bruno Le Maire parlait l'autre jour de 12 milliards d'économies à faire pour la France dans le budget 2025. Est-ce que c'est un sujet qui a vocation à peser pour les investisseurs? Et puisque vous parliez tout à l'heure de la prime de terme, est-ce que ça n'a pas vocation à reconstituer une prime de terme alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une courbe qui est plutôt inversée? Moi, je trouve que... Alors, je me suis planté là-dessus en 23, donc je suis d'autant plus à l'aise pour le dire. Mais je trouve qu'on est d'une indulgence par rapport à la façon de gérer les budgets en particulier, et la dette en particulier en Europe. Faut quand même pas oublier qu'on a des taux d'intérêt qui sont substantiellement remontés. Ils ont rebaissé sur le Q4, mais on est quand même de 150 points en moyenne sur les parties longues. Donc, c'est des charges, un service de la dette qui va augmenter graduellement. La séquence d'endettement est assez élevée que pour l'instant... c'est encore très modeste, le retour à une forme d'équilibre budgétaire, qui aura un impact croissance d'ailleurs par ailleurs. Sur tous ces sujets de dette, je pense que ça reviendra en particulier en Europe et peut-être avec les élections en juin. Comme souvent en Europe, ça finira sans doute bien, mais on peut avoir des épisodes de volatilité sur ces sujets on peut se faire un petit peu peur. Même si je donne déjà la fin de l'histoire, je trouve qu'il y a quand même un peu trop de complaisance des marchés sur ces sujets. Frédéric, votre sentiment par rapport à ça? Oui, non, je suis tout à fait en lien avec Eric là-dessus, oui, tout à fait, beaucoup de complaisance, oui. Ok, Jean-Louis, dans les items que j'ai entendus, dans les éléments importants, on a beaucoup parlé de l'inflation, on a parlé également de la résilience de l'économie américaine. Comment vous voyez la croissance? Et grosso modo, quelle est votre position sur ce que l'on entend aujourd'hui, qui est de dire que on a une nouvelle révolution, c'est l'IA, c'est la croissance de demain, et que c'est ça qui va nous sauver? Oui, l'IA c'est important. Effectivement, on l'a vu, hein, la performance des 7 magnifiques. Enfin, c'est la moitié plus de la moitié de la performance du SPI 500, et donc avec seulement cette valeur. Donc c'est très très clairement bien perçu par les marchés. Juste pour illustrer le propos, Capgemini par exemple vient d'annoncer qu'ils allaient investir 2 milliards d'euros dans les 3 prochaines années pour former ou recruter des talents dans ce domaine-là. Et ça, c'est Capgemini. Mais ça, c'est Capgemini, c'est un acteur important des services informatiques en Europe. Mais il y a des acteurs beaucoup plus puissants aux États-Unis, Accenture, les 7 magnifiques, etc. Il y a une 50aine de sociétés qui sont exposées à cette thématique-là. Et tout le monde est en train d'investir pour... après, effectivement, avec l'objectif d'avoir derrière des gains de productivité qui arriveront. Alors, il y a une étude qui a été faite récemment par une grande banque américaine qui pense que on aura environ plus 0,7% de croissance additionnelle au niveau mondial dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire 7% au total pendant, voilà. Donc ça va être considérable, ça va générer des gains de productivité. Alors, probablement, bien sûr, en majorité aux États-Unis, hein, ça va soutenir la croissance américaine, mais les facteurs de soutien de la croissance américaine, il y en a d'autres, hein. On a parlé des plans infrastructures, 1200 milliards de dollars, le plus grand plan d'infrastructure depuis 1930. La relocalisation industrielle, il y a 100 grands projets d'entreprises, de multinationales pour relocaliser des chaînes critiques de production aux États-Unis. Et puis, il y a aussi la bonne nouvelle aux États-Unis, c'est que les salaires réels, avec la désinflation, deviennent positifs. Donc, ils progressent plus vite. Aujourd'hui, les salaires progressent plus vite que l'inflation, avec un gain de %. On oublie la notion de récession. Pour moi, il y a peu de chances qu'on ait une récession aux États-Unis en 2024. On oublie la récession, Frédéric? On est d'accord, oui. Eric? Ralentissement, mais on n'est plus en récession. Ok, parfait. Alors, on vient de faire un point... Alors qu'on fasse attention à ce consensus, hein, parce que là, ça a l'air de rien. Oui, les 3 alignés, a priori, ça va pas arriver. Pour ceux qui n'ont pas entendu, parce qu'il y avait un peu de bruit sur le plateau, il y a Eric qui a dit si on est tous les 3 d'accord, ça va pas arriver. Alors maintenant, on va essayer de regarder ce qui se passe sur les marchés. Juste pour juste le fun, réponse très rapide en un mot. Est-ce que la délirante hausse des 2 derniers mois nous a partiellement bouffé l'année 2024? Je dirais non. Premier bon semestre. Eric? Non, pour moi, on va en rendre une partie au premier trimestre avant de bien finir l'année. Ok. Jean-Louis?
on achète sur repli. Ok, allez. Maintenant, on attaque donc à l'exercice qui est plus traditionnel. Là encore, je vais vous demander des réponses en un mot. Dans cet environnement-là, aujourd'hui, où on a quand même de nouvelles classes d'actifs qui sont apparues, notamment avec le monétaire qui rapporte de l'argent alors qu'il n'a rien rapporté pendant des années, est-ce qu'il faut être en position risque on ou risque off? Frédéric. On pour le premier semestre. Alors, on se met, puisqu'on se reverra au mois de juillet, on se met sur une position effectivement premier semestre. On. Buy on the dip. Buy the dip. Pareil, épisode de vol pour se renforcer, mais pas on dès le début. Ok, plutôt taux, plutôt action. Action. Jean-Louis. Action. Action et taux. Parce que les taux permettent d'avoir des actions. C'est ça on peut enfin refaire des portefeuilles. Ok, parfait. Juste, on peut enfin faire des portefeuilles. Je reviens je réagis par rapport à ça sur le sujet de la corrélation. On a bien vu qu'on s'est totalement recorrélé. Si on regarde les 2 derniers mois. On s'est complètement recorrélé. Les actions, c'est des taux, des bénéfices et de la prime géopolitique. L'histoire des taux, elle est rentrée dans les cours des actions. Les deux, un peu excessivement, des taux qui sont allés trop bas et des actions trop hauts. Ça va rendre au Q1. Derrière, on va, à mon avis, retrouver sur des épisodes de vol, notamment à cause de la géopo, des inversions de corrélation qui permettent de rééquilibrer des portefeuilles. Ça sera ponctuel. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une résilience des perfs et d'éviter les grands pains qui, à mon avis, militent pour avoir des taux et des actions dans les portefeuilles de façon significative. Ok, question. Je vous demande des réponses rapides. Si on regarde les chiffres, on se dit encore on a joué, puis c'est encore Wall Street qui a gagné. C'est à peu près comme quand j'étais gamin et qu'on regardait les résultats du foot, c'est toujours le même qui gagnait. Donc, est-ce que quoi qu'il arrive, c'est les États-Unis qui l'emportent, Jean-Louis? C'est là où il y a la croissance la plus forte, c'est là où il y a les innovations technologiques les plus importantes. C'est un marché qui a un bêta moins élevé que les autres. Et qui présente beaucoup d'intérêt parce que il monte plus il monte au moins de la même façon que les autres, voire plus quand ça monte, et quand ça baisse, il baisse moins. Et pour les investisseurs de la zone euro, quand le marché baisse et devient volatile, ils profitent en plus, quand ils sont investis en dollars, ils profitent de la force du dollar. C'est-à-dire que à ce moment-là, le dollar est recherché et remonte contre euro parce qu'il s'agit d'une valeur refuge. Donc le marché américain baisse moins. Et en plus, quand vous êtes en dollars, vous allez baisser d'autant moins que le dollar, à ce moment-là, s'apprécie. Ok, donc vous dites oui. Frédéric? Oui, eh bien non. Ah voilà, on vient de faire voler les consensus en 2022, tout baisse et les US baissent un peu plus que beaucoup d'autres pays parce que l'inflation qui revient, c'est les taux qui remontent et ça fait plus de mal aux valeurs chèrement valorisées qu'à celles qui sont plus sous-valorisées ou cycliques. Et le marché américain est celui des grosses valeurs de croissance. Donc ça n'empêche pas les beaux titres de perdre 40% si les taux montent un peu plus vite que prévu. Ok, donc vous dites qu'on pourrait sortir de la suprématie américaine. Oui, et comme je le dis depuis que je viens ici, il faut diversifier vers les bons émergents, vers le Japon qui renaît, qui lui est content de voir de l'inflation. Et d'ailleurs, le Japon est peut-être le meilleur marché si on exclut la pure tech dans les grands pays en 2023. On va voir ça. Eric, marché américain, et pour rebondir, puisque Frédéric parlait de la spécificité de la cote américaine, et quand on voit les performances des grosses technologiques, est-ce que il faut s'en détourner? Dans la durée, sur longue période, je pense qu'il faut jamais vendre Apple. Alors c'est une joke, mais on est sur des boîtes qui ont un leadership assez impressionnant et qu'on le cache pour acheter tous les concurrents et se développer. Elles seront dures à détrôner en l'état actuel, plus c'est AMD qui disait ça, les 450 milliards d'investissements dans l'IA, ça à la fin ça fait des petits, ça fait de la croissance potentielle et ça partira entièrement de là-bas. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric, on sait qu'elles peuvent rendre, elles peuvent rendre sur les taux. Vu le trajet récent fait, on serait plutôt à prendre du S&P pondéré de façon équivalente plutôt que pondéré avec 30% des 7 magnifiques. Mais au global, dans la durée, on vend pas la tech. Ok, je reste avec vous, Eric, parce que là, on est en train de parler du marché qui s'est bien comporté. C'est le marché américain. On va peut-être parler du marché qui s'est super mal comporté. Et pourtant, Dieu sait s'il y en avait qui avaient dit « Ah, la sortie du Covid, le redémarrage, c'est la zone où il faut aller, c'est la Chine. » Qu'est-ce qu'on fait du boulet chinois? Le boulet chinois, il devient incompréhensible parce que la politique s'est invitée dans l'économie. Donc, c'est absolument pas simple. On peut plus analyser les boîtes logiquement. Financièrement, on ne sait pas faire puisque à tout moment, on peut prendre une règle qui n'a aucune rationalité économique. Et donc, c'est compliqué à faire. Donc, pour nous, c'est l'Asie hors Chine avec, Frédéric a parlé du Japon ou l'Inde qui est en train de prendre la suite. Mais la Chine, c'est compliqué pour longtemps. Jean-Louis?
Oui, moi je partage. La Chine, elle va, pour nous, elle va avoir une prime de risque géopolitique très importante. Le marché n'est pas cher. Objectivement, il est vraiment pas cher. Mais par contre, voilà, il n'est vraiment pas cher, mais il le mérite. Il le mérite parce que, vous avez vu les déclarations, les vœux du Premier ministre chinois. Qu'il n'était pas. Il s'est fait virer. Voilà, qu'il n'était pas très pacifique. Donc du coup, vous avez vu des flux de sortie très importants sur les actions chinoises. Donc il faut sur les émergents, il faut être sur l'Amérique latine, le Mexique qui se développe très bien, le Brésil, l'Inde. Il y a d'autres, le Vietnam, voilà. Et eux bénéficient au contraire d'entreprises qui sont en train de rapatrier leurs usines dans ces zones-là plutôt qu'en Chine. Complètement d'accord avec les trois noms de pays donnés par Jean-Louis. La Chine, un vrai boulet, effectivement, une énorme surprise négative après 15-20 années où on a toujours été surpris par la capacité chinoise à gérer le marché et l'économie, et pas seulement leur économie, mais aussi la nôtre, pendant la crise de 2008. Là, on est exactement en situation inverse. Une raison ou deux raisons pour lesquelles il faut peut-être quand même pas être trop négatif, c'est que si la Chine ne fait rien de très sérieux, elle entre en spirale dette-déflation. Et ça, c'est impossible parce qu'on s'en sort pas. Donc, ils vont devoir faire quelque chose. C'est le premier pari. Et le deuxième, c'est qu'il commence à y avoir un consensus tellement fort sur l'ininvestabilité de la Chine qu'il faut peut-être en prendre un petit peu le contre-pied. Ok, on fait un petit résumé très rapide sur la partie action. Tout à l'heure, vous m'avez répondu, quand je vous avais dit risque taux ou action, vous m'aviez répondu les deux. Sur la partie action, quelles zones on privilégie? Donc, j'ai entendu pour l'instant qu'à court terme, sur la partie croissance tech américaine, il fallait peut-être un peu lever le pied parce que ça allait peut-être un peu se calmer. Si on doit résumer les choix chez Ophi à Westheim, Eric? Nous, on est pas de choix vraiment très clair. On est Europe, US, mais avec moins de pondération peut-être sur la tech, mais marché US hors tech et action hors Chine, action Asie hors Chine. Ok. Nous, une préférence pour les actions américaines, neutralité sur les actions globalement, mais avec une préférence sur le marché américain pour son côté défensif. Je rajouterais que sur la partie taux d'intérêt, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on a une préférence pour les obligations de maturité courte et intermédiaire. On y reviendra sur les taux juste pour finir. Parce que c'est aussi intéressant à mettre en portefeuille, ça. Ok, donc ça, Frédéric, moi j'ai entendu, pas trop États-Unis, j'ai entendu Japon, j'ai entendu Inde et pas trop, un peu Chine en contrariant. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai bien entendu? Premier semestre, on est dans un environnement où l'inflation continue de baisser, moins vite, mais elle continue de baisser. Il y aura encore probablement un peu de baisse des taux obligataires et surtout de la baisse des taux directeurs. Donc avec ça, je pense qu'on aura les valeurs de croissance, qualité qui vont continuer de bien performer dans la foulée de 2023. Donc on n'a pas trop de mal à rester sur ces belles grosses valeurs de croissance en début d'année. Par contre, progressivement, on ripera davantage vers de la cyclicité, vers du value, et vraisemblablement davantage vers les émergents en fonction de ce qu'on verra sur l'euro-dollar. Jean-Louis, juste une question, parce que vous avez dit on profitera des creux pour acheter. Pour vous, un creux, c'est quoi? C'est moins 5, moins 10? Oui, quelques pourcents. Pour Nvidia est déjà plus 5% depuis le début de l'année. Parce que les valeurs de croissance, elles commencent, elles sont pas si mal que ça en ce moment. Ok, on termine avec la partie taux. Vous êtes un homme de taux, Eric, aujourd'hui... Et un homme d'action. Et un homme d'action, mais votre parcours professionnel est quand même très tôt. Comme d'ailleurs, les encours sur la place sont beaucoup plus tôt qu'action. Si on regarde aujourd'hui vos anticipations sur les taux, il faut plutôt jouer quoi? Nous, aujourd'hui, on aime bien la dette souveraine de très bonne qualité, à commencer par le 10 ans américain à 4. Moi, je trouve qu'on est payé pour avoir du AAA. Et on continue et ça permet d'amortir dans un portefeuille pour tout ce qu'on n'aura pas vu et dans certains chocs. Je reste convaincu que la fuite vers la qualité, ça reprend du sens. Et on continue de bien aimer le crédit, qui pour nous devrait faire le portage et sans doute, partant de maintenant, un ordre de grandeur en termes de performance, toujours pas très éloigné de celui des actions, sauf que c'est moins volatile et pour les assureurs qui font aussi une partie du marché, ça coûte moins cher en capital. Donc la vue qu'on a eue tout au long de 23, on l'emmène avec nous sur 24. Frédéric. Oui, à ce stade, on reste... Je rappelle que la dernière fois, vous nous aviez dit qu'il faut acheter du souverain et il y aura une baisse des taux. Pendant un mois, vous avez eu tort. Pendant les 2 mois suivants, vous avez eu fortement raison. Ouais. Aujourd'hui, je pense que sur la baisse des taux longs, c'est pas tellement là-dessus que je pense qu'on gagnera beaucoup d'argent dans les mois qui viennent. En période d'inflation structurelle, les taux longs baissent pas beaucoup et ils accompagnent avec un tout petit bêta la baisse de l'inflation. Et par contre, ils se mettent à monter avant que l'inflation ne monte. Donc, faudra bien regarder ça de près dans les mois qui viennent. Ce
sera peut-être les taux obligataires qui nous diront ça y est, la deuxième jambe d'inflation va démarrer dans 3 mois. Bon. Ce qui nous semble toujours très bien à court terme, c'est le crédit dès l'instant où on ose prendre un peu de rendement embarqué. Les CLO, chez nous, c'est une grande spécialité, ça nous aide énormément et ça aide beaucoup nos clients. On change pas d'idée là-dessus et on aime bien jouer la baisse des taux réels. OK. Prendre la duration réelle. Et donc du coup, puisque vous vouliez nous en parler, Jean-Louis. Voilà, exactement. Donc, nous, on est très favorable aux obligations de maturité courte et intermédiaire dans le cas pour l'instant, d'une courbe des taux qui est toujours bien inversée, hein, pour l'instant, en attendant les mouvements des banques centrales. Donc là, on estime que on n'a pas de risque de sensibilité ou on a un risque de sensibilité limité. On a des taux qui sont attractifs et on va plutôt chercher du crédit investment grade pour ces maturités courtes et intermédiaires. Bon, vous avez vu qu'il y a eu un gros succès de tous ces fonds qui ont été lancés. Les fonds investment grade avec des maturités 2028, de 3 ans, etc. Et c'est une énorme collecte là-dessus et ça nous semble toujours assez intéressant. Bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. On a fait un tour le plus complet possible dans les délais qui nous étaient impartis. Preuve qu'on pourra tous être à l'heure à nos dîners. Merci donc à vous tous. On continue cette émission avec Natixis IM à l'affiche et on retrouve dans un instant Stéphane Vendron.